On a l'habitude de voir en Brigitte Bardot l'incarnation absolue de la liberté. Cheveux en bataille, danse pieds nus et une foule d'hommes épris. Mais c'est une illusion. Derrière le masque du sexe symbole se cachait une femme enfermée en enfer. Le jour de son anniversaire, alors que le monde entier célébrait son succès, elle a avalé une poignée de pilules et s'est tailladé les veines, juste pour arrêter ce reality show. Elle haïssait tellement sa fonction féminine qu'elle appelait son propre fils à naître une tumeur. Les réalisateurs la façonnaient en poupée docile et les paparazzis la poussaient littéralement à la paranoïa. Aujourd'hui, nous allons arracher le vernis de l'histoire de la principale déesse de la France et découvrir pourquoi la femme désirée par le monde entier a décidé de détruire sa beauté, de maudire l'humanité et de s'enfermer à jamais dans une maison avec des chiens errants. Derrière le mythe de Bibé se cachait une femme qui a passé sa vie à tenter de fuir. Fuir la gloire, son propre corps, les objectifs des caméras qui ont transformé sa vie en reality show. On a l'habitude de la voir comme une poupée. Mais que se passerait-il si la poupée avait toujours voulu prendre un couteau et couper les fils, même si cela devait lui coûter sa beauté, sa réputation et sa raison? Acte 1. 28 septembre, l'anniversaire de la mort. Le 28 septembre 60, le monde se préparait à célébrer. Ce jour-là, la femme la plus désirée de la planète, symbole national de la France et icône vivante de sa génération, fêtait ses 26 ans. Des journaux des deux côtés de l'Atlantique publiaient des éditoriaux enthousiastes. Les fleuristes de Paris et de Nice étaient débordés, envoyant des bouquets par dizaines, et des milliers de fans rêvaient de l'apercevoir, ne serait-ce qu'un instant. De l'extérieur, cela ressemblait à l'apogée du succès. Jeune, riche, incroyablement belle, elle était au sommet du monde. À l'intérieur de la villa, à l'abri des regards, la réalité était tout autre. Pas de gâteau, pas de rire, pas de tintement de verre de champagne. Juste un silence assourdissant et une femme qui ne supportait plus son reflet dans le miroir. Brigitte Bardot, le sexe symbole de l'époque, accueillait ses 26 ans avec une poignée de barbiturique dans une main et une lame dans l'autre. Ce n'était pas un geste théâtral d'une star capricieuse en quête d'attention. L'attention était le poison qui avait empoisonné sa vie ces 4 dernières années. C'était un désir froid, calculé et désespéré d'appuyer sur le bouton « Stop ». La femme que des millions d'hommes désiraient dans leurs fantasmes se sentait comme une bête traquée, enfermée dans une cage dorée. Elle venait de terminer le tournage d'un film au titre évocateur, La Vérité, où son personnage, brisé et incompris, tentait aussi de mettre fin à ses jours. La frontière entre le scénario et la réalité s'était définitivement effacée. Bardot ne savait plus où finissait le personnage imaginé par le réalisateur et où elle commençait. Elle sort d'un jardin où le vent soufflait, mais même la nature lui semblait hostile. Elle a avalé les pilules, une à une, les arrosant de vin rouge. Puis, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de retour possible, elle s'est tailladé les veines. Il n'y avait pas de douleur, juste une fatigue infinie et l'espoir que le soleil du lendemain se lèverait sans elle. Elle s'est allongée sur l'herbe, regardant le ciel, indifférent à ses souffrances, et a fermé les yeux. À ce moment-là, derrière les portes de son refuge, les paparazzis commençaient déjà à se rassembler. Comme des vautours, ils flairaient le malheur. Mais ce qui les intéressait, ce n'était pas la tragédie humaine, mais la sensation. Quand l'actrice a été découverte par hasard, grâce à l'attention d'un enfant qui avait remarqué son corps, la machine de la folie publique s'est mise en marche à plein régime. L'ambulance ne pouvait pas accéder à la maison. La foule de photographes, journalistes et curieux bloquait la route. Les médecins ont dû se frayer un chemin à travers un mur de flashs et de regards avides pour sauver celle qui ne voulait pas être sauvée. Pendant que les médecins luttaient pour sa vie en réanimation, les photographes grimpaient aux arbres et aux toits de l'hôpital, essayant de capturer la photo du siècle, Bardot morte ou mourante. Un reporter se l'aime déguisé en infirmier pour pénétrer dans la salle de soins intensifs. Pour le monde, c'était un spectacle. Pour Brigitte, c'était la preuve ultime. Elle n'était pas une personne, elle était une chose, une propriété publique, une poupée qu'on pouvait aimer, détester, mais jamais laisser en paix. Quand elle a repris conscience, le premier sentiment n'était pas la joie, mais la déception. Elle avait survécu, ce qui signifiait que le cauchemar continuait. Elle devait encore être Brigitte Bardot, sourire, poser et prétendre être heureuse, alors qu'à l'intérieur, tout était réduit en cendres. Sa tentative de suicide n'a pas suscité de compassion du public, bien au contraire. On l'a accusée d'ingratitude.
Elle a tout. Que lui manque-t-il encore? S'interrogeaient les gros titres des journaux. Personne ne voulait entendre la réponse simple. Elle manquait du droit d'être elle-même, et non la projection des désirs des autres. Mais le monde avait déjà décidé qui elle devait être. Un symbole de désir, une fantaisie, une belle image. Mais le problème était plus profond. Brigitte Bardot ne pouvait pas jouer un rôle, même quand ce rôle était considéré comme sacré. Et la preuve la plus dévastatrice de cela fut sa maternité. Acte 2. Je ne suis pas mère, je suis moi-même un enfant. La tragédie de Nicolas. Dans les années 50, une femme pouvait être tout ce qu'elle voulait. Actrice, mannequin, même maîtresse scandaleuse. Mais le statut sacré de mère restait intouchable. La grossesse était considérée comme la plus grande bénédiction, le couronnement de la destinée féminine. Brigitte Bardot a pris ce Graal sacré et l'a fracassé contre le mur, révélant au monde les éclats de sa terrifiante honnêteté. Et c'est là que quelque chose d'encore plus effrayant s'est produit que sa tentative de disparaître. Elle n'a pas voulu jouer ce rôle. Si sa tentative de suicide était un cri d'aide, l'histoire de sa maternité est devenue sa condamnation aux yeux de la société bien pensante. En 1959, au sommet de sa popularité, elle est tombée enceinte de l'acteur Jacques Charrier. Pour n'importe quelle autre femme, cela aurait été une joie. Pour Bardot, cela s'est transformé en 9 mois de terreur pure et concentrée. Elle ne ressentait pas une nouvelle vie en elle, mais un corps étranger, un ennemi, un envahisseur. Dans ses mémoires, publiées des décennies plus tard, elle trouvera des mots qui glaceront le sang des lecteurs. C'était une tumeur qui se nourrissait de moi, aspirait mes forces, déformait mon corps. Sa grossesse s'est déroulée dans des conditions proches de l'emprisonnement. À cause de l'hystérie des paparazzis, elle ne pouvait pas sortir, ni consulter un médecin, ni même ouvrir les rideaux. Elle était enfermée entre 4 murs, observant sa célèbre taille disparaître, son corps, autrefois instrument de sa gloire et de sa liberté, la trahir. Elle a tenté de se débarrasser de l'enfant par des méthodes barbares, se frappant le ventre avec les poings, rêvant de fausses couches, mais la nature a été plus forte. Le 11 janvier 1960, Nicolas est né. L'accouchement a eu lieu à domicile, car les cliniques auraient été prises d'assaut par les photographes. Au moment où on lui a montré son fils, elle n'a pas ressenti de montée d'ocytocine, ni cet amour dévorant dont parlent les romans féminins. « Enlevez ça !» a-t-elle crié, refusant de nourrir le bébé. Son premier désir était de retrouver son corps, son moi, qu'elle pensait volé par ce petit être. Bardot n'a jamais caché. Elle-même était un enfant éternel, capricieux, égocentrique, nécessitant des soins constants. Deux enfants ne peuvent pas s'élever l'un l'autre. Elle a honnêtement avoué. Je ne suis pas faite pour être mère. Je ne sais pas quoi faire avec les enfants. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi. Peu après son divorce avec Charrier, elle a sans hésitation confié son fils à son père et à sa famille. C'était un acte qui contredisait tous les instincts attribués aux femmes, mais c'était le seul moyen pour elle de ne pas s'éteindre dans l'oubli. Les relations avec son fils ont été détruites à jamais. Nicolas a grandi loin de sa mère, ne la voyant que sur les couvertures des magazines. Mais le véritable drame s'est joué en 96, lorsque ses mémoires, initiales bébé, ont été publiées. Dans le livre, Bardot a décrit avec une brutalité impitoyable ses sentiments envers son fils à naître, le qualifiant de cauchemar. Adulte, Nicolas a poursuivi sa mère en justice pour atteinte à la vie privée et offense. Le tribunal a condamné l'actrice à une amende. Mais l'argent ne pouvait pas recoller la tasse brisée. Pour la société, Bardot est devenu un monstre, ayant abandonné son enfant pour sa carrière et ses amants. Mais si l'on retire les lunettes du moralisme, une autre image se révèle. Son refus de la maternité était un acte de la plus haute responsabilité dont elle était capable. Elle comprenait qu'elle ne pouvait pas donner l'amour qu'elle n'avait pas, et a préféré disparaître de la vie de son fils plutôt que de briser sa psyché par sa présence, sa froideur et ses crises de nerfs. Elle a choisi la liberté au lieu du devoir, la solitude au lieu de la famille. Ce choix a laissé sur son cœur une cicatrice qui n'a jamais guéri, mais il était inévitable. Brigitte Bardot ne pouvait pas être mère, car elle-même était une création encore inachevée. Et le premier sculpteur à avoir commencé à façonner cette image complexe était une personne qui a vu en elle ce que les autres ne voyaient pas. Maintenant, il nous faut revenir au début, pour comprendre qui et comment a créé ce mythe
devenu un piège pour son créateur. Acte 3. Pygmalion et Galatée. Comment Roger Vadim a créé un monstre. Pour comprendre comment la liberté est devenue une prison pour Brigitte Bardot, il faut revenir à l'architecte de cette cage. Avant de devenir Bibi, elle était Brigitte Anne-Marie Bardot, la fille modèle de parents bourgeois stricts du 16e arrondissement de Paris. Une jeune fille qui allait à l'école catholique, faisait du ballet et savait que son avenir était tracé. Un mariage réussi avec un industriel, des messes dominicales et un collier de perles autour du cou. Mais à 15 ans, elle rencontre quelqu'un qui voit en elle non pas une future mère de famille respectable, mais le matériau idéal pour son expérience la plus ambitieuse. Cet homme est Roger Vadim Plemianikov, ou simplement Roger Vadim. Jeune journaliste et assistant réalisateur, il est plus âgé, plus cynique, obsédé par l'idée de créer un nouveau type de femme. Pas une beauté fatale des films noirs des années 40, mais une créature sauvage, indomptée, libérée de la morale. Quand il voit la jeune Brigitte en couverture du magazine Elle, il comprend. Voilà l'argile avec laquelle il façonnera son idole. Leur relation devient une histoire classique de Pygmalion et Galatée, mais avec un sous-texte cruel. Vadim ne se contente pas de tomber amoureux d'elle, il commence à la remodeler. Il ne lui apprend pas le métier d'actrice au sens classique, mais l'art d'être un objet de désir. C'est un travail d'ingénierie délicat. La première chose à disparaître est la brune discrète. Vadim la force à se teindre en blonde, mais pas en platine soignée comme les divas hollywoodiennes, plutôt en une blondeur négligée, comme décolorée par le soleil. Il lui interdit de coiffer ses cheveux au millimètre, exigeant que sa coiffure ait l'air de sortir du lit. Il change sa démarche, la pousse à marcher pieds nus, à sentir la terre, et lui apprend à regarder la caméra non pas comme un ennemi, mais comme un amant. La fameuse moue boudeuse, ce pli capricieux des lèvres, que des millions vont plus tard imiter, n'est pas simplement une caractéristique naturelle. Vadim la transforme en symbole de rébellion. Il la convainc que la naturalité est une nouvelle forme de pouvoir jamais vue auparavant. Dans un monde où les femmes portent des corsets, des faux cils et des coiffures complexes, Brigitte devient l'incarnation de la pureté primitive. Mais cette pureté est soigneusement synthétisée dans le laboratoire d'un homme. Vadim ne se contente pas de la relooker, il reprogramme son esprit. Il extirpe méthodiquement ses complexes bourgeois, lui inculquant que la honte est l'apanage des masses grises. Il la pousse à se sentir à l'aise nue, non seulement devant lui, mais aussi devant la caméra, devant le monde. C'est un dressage. Au lieu de lui apprendre à réprimer ses instincts, il lui apprend à les libérer. Vadim crée une femme-enfant qui ne connaît pas le mot interdit, qui vit uniquement selon les impulsions « je veux ». Le 21 décembre 1952, il se marie. Brigitte n'a que 18 ans. Pour ses parents, c'est un mésalliance et une catastrophe. Pour Vadim, le lancement officiel du projet principal de sa vie. Il devient son mari, son manager, son attaché de presse et son seul dieu. Mais cette histoire contient une bombe à retardement. Vadim crée une femme libre, non pas pour elle-même, mais comme un jouet idéal pour le regard masculin. C'est une liberté conçue par un homme pour les hommes. L'ironie du sort est que Pygmalion a programmé sa propre défaite. En apprenant à Brigitte à suivre uniquement ses désirs et à ignorer les normes sociales, Vadim signe de sa propre main la condamnation de leur mariage. Il crée un être incapable de fidélité par définition, car la fidélité est une limitation, et Bibi ne reconnaît pas de frontières. Au milieu des années 50, il a préparé le terrain. Le monde ne sait pas encore ce qu'il attend, mais le détonateur est déjà enclenché. Il ne reste plus qu'à trouver la scène idéale pour présenter sa création au public. Et cette scène est un film qui doit glorifier le réalisateur Vadim, mais qui détruit le mari Vadim et enferme à jamais Brigitte dans la cage dorée de son propre image. Le film qui déchire l'Europe puritaine en morceaux et transforme une fille vivante en une image plate pour les fantasmes masculins est déjà écrit. Acte 4. Et Dieu créa la femme, pour qu'elle soit dévorée. L'année 56 marque un tournant où l'énergie atomique cesse d'être la principale menace pour la stabilité mondiale. Le film « Et Dieu créa la femme » sort sur les écrans, et son onde de choc est bien plus dévastatrice pour la morale occidentale que n'importe quel bouleversement politique. Pour le monde, c'est la naissance d'une nouvelle ère. Pour Brigitte Bardot, le début de la fin d'une vie normale. Le scénario du film est simple, presque banal. Une orpheline, Juliette, rend fou les hommes dans une petite ville portuaire.
Mais la manière dont c'est filmé et la façon dont Bardot le vit à l'écran sont sans précédent. La scène culminante, une danse de mambo. Pieds nus, cheveux en bataille, dans une robe qui tient par un fil et les fantasmes masculins, elle danse non pas pour les spectateurs, ni pour son partenaire de film, mais pour elle-même. Dans cette danse, il y a une telle concentration d'énergie animale, un tel mépris pour les règles de la bienséance, que l'écran semble littéralement fondre. L'Amérique est en état de choc. La Ligue de la décence exige l'interdiction du film. L'Église catholique l'anathématise. Mais le génie est déjà sorti de la bouteille. Les hommes y voient l'incarnation de leurs rêves les plus audacieux, sales et doux. Les femmes y voient une menace. Elle est cette rivale capable de leur voler leur mari simplement en passant. C'est alors, en 56, que le concept d'objet sexuel naît. Avant Bardot, les actrices sont des déesses, des divas, des femmes fatales. Elles sont inaccessibles. Bardot, elle, est effrayante de réalité, tangible et, semble-t-il, accessible. La presse cesse de la voir comme une actrice, une personne, une personnalité. Elle devient bébé, un logo, une marque, un morceau de viande de premier choix, exposé à la vue de tous. Vadim, en réalisant ce film, veut montrer au monde une femme libre. Mais l'effet est tout le contraire. Il crée la victime parfaite. Des millions de regards fixés sur l'écran ne voient pas son âme, ils ne voient que son corps. Et ce corps devient un bien public. J'étais une chose, dira-t-elle plus tard. Un beau meuble qu'on déplaçait d'un endroit à l'autre. Le succès du film est colossal. L'argent coule à flot. Mais pour ce succès, Brigitte paie de sa vie privée. Si auparavant elle pouvait se promener tranquillement dans les rues de Paris, désormais chaque pas est accompagné de sifflements, de cris et de clics d'appareils photo. Elle devient prisonnière de l'image de la fille immorale. Et la société décide que puisqu'elle joue de tels rôles, on peut la traiter de la même manière, sans cérémonie, brutalement, de manière consumériste. Le paradoxe est que Juliette, dans le film, trouve finalement son bonheur et sa paix. Brigitte, qui l'interprète, perd la tranquillité à jamais. Le film, qui devait être un hymne à la liberté, devient la première pierre du mur de son isolement. Elle offre au monde sa sexualité, et le monde décide en retour qu'il en est désormais le propriétaire. Et tandis que les critiques débattent de la valeur artistique du film et que les moralistes écument de rage, autour de Bardot commence à se resserrer un nouveau type de nœud coulant, la chasse médiatique, à laquelle personne n'avait jamais été soumis auparavant dans l'histoire. Elle devient le patient zéro de l'épidémie des paparazzis. Acte 5. Première victime des paparazzis, vie sous microscope. Jusqu'au milieu des années 50, la distance entre une star et son public était sacrée et infranchissable. Les divas d'Hollywood vivaient dans des aquariums dorés, leurs photos soigneusement retouchées, leurs interviews passées au crible par des agents de presse. Brigitte Bardot brise ce système, mais les débris de ce mur écroulé l'ensevelissent. Elle devient la première victime de l'épidémie moderne de harcèlement, la première femme sur laquelle l'industrie des paparazzis teste ses méthodes les plus sordides. Elle vend l'image de la fille naturelle, et le monde la prend au pied de la lettre. Si elle est naturelle, elle ne peut avoir de secret. Les frontières de sa vie privée s'effacent sous la curiosité publique. Autrefois, les photographes attendaient les stars sur les tapis rouges. Désormais, ils s'immiscent dans son lit, sa salle de bain, son âme. Ce n'est pas simplement de la popularité, c'est une chasse, une traque bestiale sans règle. Quand Bardot est enceinte, son appartement sur l'avenue Paul Doumer devient une forteresse assiégée. Sur les toits voisins, des dizaines de personnes avec des téléobjectifs, semblables à des fusils de sniper, attendent le moindre cliché. Son ventre arrondi, une grimace de douleur, des larmes. Pour se protéger, Brigitte doit vivre avec les rideaux tirés 24 heures sur 24. Pendant des mois, elle ne voit pas la lumière du jour chez elle, vivant sous des lampes électriques, comme une taupe dans son terrier. Le jour de la naissance de son fils, des centaines de reporters prennent d'assaut l'entrée de son immeuble. Ils se battent pour la meilleure place, bloquent l'accès aux médecins et crient pour voir l'héritier. Cela ressemble à une exécution médiévale ou à un couronnement, mais en aucun cas à un moment intime de naissance. Il n'existe pratiquement pas de législation protégeant la vie privée en France à cette époque. Bardot est totalement impuissante face aux objectifs. Son corps appartient à tous, sauf à elle-même. Chaque geste, chaque regard,
chaque cigarette est instantanément reproduite à des millions d'exemplaires. Les magazines paient des sommes folles pour des exclusivités, engendrant une armée de mercenaires prêts à tout pour un cliché de bébé. Le plus effrayant, c'est que cette chasse modifie sa psyché. Elle commence à percevoir chaque clic d'obturateur comme un coup de feu. Une paranoïa se développe. En sortant, elle rentre instinctivement la tête dans les épaules, attendant le coup. Son sourire en public devient un masque de défense, cachant une bête traquée. Elle apprend à montrer les dents, mais le monde prend ce rictus pour un sourire de séduction. Brigitte Bardot devient la première personne dont la vie se transforme en télé-réalité sans son consentement. On lui vole le droit au secret, à la faiblesse, à l'erreur. Chaque romance, chaque dispute, chaque crise de nerfs devient un titre de journal. Elle ne peut même pas acheter du pain sans que cela ne devienne un événement national. C'est à ce moment-là, sous le feu des objectifs, qu'émerge en elle un dégoût total pour l'humanité. Les gens deviennent pour elle une masse avide et sans visage, réclamant des spectacles. Mais elle n'est pas encore prête à se retirer du monde. Elle pense que le salut peut se trouver dans l'amour. Elle cherche un protecteur, un mur derrière lequel se cacher. Mais au lieu de forteresse, elle ne trouve que des miroirs, reflétant sa propre vacuité. Acte 6. Les hommes comme miroirs. Trintignant, Bécaud, Gainsbourg. On a souvent dit que Brigitte Bardot était une prédatrice, une mangeuse d'hommes, changeant d'amant par caprice et insatiable appétit sexuel. Les journaux comptaient ses aventures comme des statistiques sportives, savourant les détails et la traitant de nymphomane. Mais la réalité était bien plus tragique et prosaïque. Elle ne changeait pas d'homme comme de gants, mais comme de poumons artificiels. Chaque nouvelle romance était une tentative désespérée de se consumer dans des manoirs luxueux, de fuir la peur de la solitude qui la hantait depuis l'enfance. Elle ne collectionnait pas des trophées. Elle cherchait un miroir où elle pourrait se voir vivante et non dessinée. Le premier à briser le verre façonné par Roger Vadim fut Jean-Louis Trintignant. Sur le tournage de Et Dieu, créa la femme. Il jouait son mari discret, mais dans la réalité, il devint son obsession. Trintignant était l'opposé de Vadim. Sérieux, silencieux, un introverti sombre, méprisant les paillettes mondaines. Il ne voulait pas faire d'elle une déesse, il voulait une femme qui lui préparerait de la soupe. Et Brigitte, fatiguée d'être une poupée, tomba éperdument amoureuse de cette normalité. Pour lui, elle quitta Vadim, son créateur et Pygmalion. Ce fut un scandale. Trintignant exigeait d'elle l'impossible, devenir ordinaire. Et elle essaya. Elle apprenait à cuisiner, à ranger, à être silencieuse, mais dès que Jean-Louis partit à l'armée, son monde s'effondra. Seule dans un appartement vide, elle comprit une chose terrible. Sans un homme pour la regarder, elle cessait d'exister. Le silence de la maison résonnait comme une marche funèbre. C'est alors que Gilbert Bécaud apparut. Monsieur 100 000 volts. Ce n'était plus un havre de paix, mais une tempête électrique, une passion instantanée qui les consumait tous les deux. Mais là encore, Bardot cherchait non pas un partenaire, mais un sauveur. Elle s'accrochait aux hommes comme un naufragé à des débris, espérant qu'ils rempliraient ce trou noir intérieur que ni la gloire ni l'argent ne pouvaient combler. Chaque homme était le miroir d'une étape de sa décomposition. Trintignant reflétait sa nostalgie de la normalité. Bécaud, sa soif de chaos et d'adrénaline. Plus tard, viendra Günther Sachs, milliardaire playboy allemand, qui couvrira sa maison de milliers de roses depuis un hélicoptère. Il était le miroir de son statut, une cage dorée pour un oiseau doré. Mais aucun de ces miroirs ne lui montrait la vérité. Ils aimaient son image, son corps, sa gloire, mais personne ne pouvait supporter le poids de ses dépressions et de ses crises. Elle était incapable de relations durables, car pour elle, l'amour était synonyme de fusion, de dissolution totale. Dès que la routine s'installait, le quotidien, l'ennui, l'habitude, elle croyait que l'amour était mort. « Je suis un chat », disait-elle, « et les chats se promènent seuls. » Mais c'était un mensonge. Les chats sont autonomes, et Bardot mourait sans confirmation de sa nécessité. Elle partait la première pour ne pas être abandonnée. C'était une stratégie de survie, frapper avant d'être frappée. À la fin des années 60, elle avait traversé une série de mariages et de ruptures, laissant derrière elle une traînée de cœurs brisés et une âme encore plus brisée. Elle cherchait quelqu'un qui pourrait comprendre sa noirceur, pas seulement sa lumière.
Elle avait besoin de quelqu'un d'aussi brisé, d'aussi génial et d'aussi autodestructeur qu'elle. Et le destin, comme pour se moquer, lui offrit la rencontre avec celui qui deviendrait son miroir le plus déformé et le plus honnête. Elle rencontra Serge Gainsbourg, et cette collision de deux comètes devait détruire tout ce qui vivait autour. Acte 7. Je t'aime, moi non plus. Anatomie de l'autodestruction avec Serge Gainsbourg. À la fin des années 60, Brigitte Bardot n'était plus simplement une femme, mais un monument fatigué d'elle-même. Elle s'ennuyait. Ennui avec les millionnaires, ennui avec les beaux acteurs, ennui dans sa propre peau parfaite. Et puis, un hiver de 1967, elle rencontra celui qui était son opposé grotesque et complet. Serge Gainsbourg. Oreilles décollées, mal rasées, toujours ivre, avec des cernes sous les yeux et une gitane collée à la lèvre inférieure, il se surnommait Quasimodo, et elle, Esmeralda. C'était la rencontre de la belle et la bête, mais dans ce conte, la véritable bête était l'amour lui-même. Leur romance ne dura que 86 jours, mais ces jours valaient des décennies. C'était pas une liaison entre deux personnes, mais la collision de deux réacteurs nucléaires. Gainsbourg, provocateur cynique, était pour la première fois de sa vie intimidé. Devant lui, il n'y avait pas juste une femme, mais un mythe vivant. Bardot, elle, voyait en lui ce qu'aucun de ses prétendants n'avait: l'intelligence, une ironie mordante et un mépris total pour ce que les autres pensaient de lui. Elle lui demanda d'écrire pour elle la plus belle chanson d'amour qu'on puisse imaginer. Et Gainsbourg, obsédé par elle, écrivit « Je t'aime, moi non plus ». Ce n'était pas une chanson, c'était un acte d'union publique, gravé sur vinyle. Ils s'enfermèrent dans un petit studio à Paris. Les ingénieurs du son rougissaient et détournaient le regard. Bardot ne chantait pas. Elle gémissait, murmurait, respirait dans le micro comme s'il faisait l'amour directement sur la console d'enregistrement. C'était de la pornographie sonore de haute volée. Un hymne à l'intimité physique, dénué de toute honte. Pour la première fois depuis longtemps, Brigitte se sentait vivante. Elle ne jouait pas un rôle, elle était elle-même, une femme au sommet de la passion qui se fichait du monde entier. Mais le lendemain de l'enregistrement, la réalité la frappa en plein ventre. Les rumeurs sur la chanson scandaleuse se répandirent instantanément dans Paris. Son mari légitime, le playboy allemand Günther Sachs, entra dans une colère noire. Il menaça d'un scandale retentissant, de divorce et de ruiner sa réputation. Et là, l'impensable se produisit. Bardot, la rebelle, symbole de la révolution sexuelle, prit peur. Elle supplia Gainsbourg de ne pas sortir la chanson. Elle pleurait, l'appelait la nuit, exigeant de brûler la bande. Pour Serge, c'était une trahison de l'art pour le confort bourgeois. Mais il l'aimait tellement qu'il accepta. « Je vais enfermer cette chanson dans un coffre, comme un bijou qu'on ne peut porter », dit-il. La version avec la voix de Bardot resta dans les archives presque 20 ans avant que le monde n'entende l'original. Gainsbourg réenregistrera plus tard ce tube avec Jane Birkin, en faisant un hymne mondial des amoureux. Birkin la chantera une octave plus haut, d'une voix frêle, de petite fille. Bardot l'avait chanté d'une voix grave et profonde de femme qui connaît tout de l'amour. La différence était colossale. Quand la version de Birkin sortit, Bardot comprit qu'elle avait fait une erreur. Elle avait trahi sa liberté pour préserver un mariage qui s'effondra de toute façon 1 an plus tard. Cette romance fut le sommet de sa vie émotionnelle et le début de la fin de sa carrière. Après Gainsbourg, tous les autres hommes semblaient fades, et le cinéma, faux. Elle avait regardé dans l'abîme de la véritable passion, et revenir au scénario où il fallait simuler des baisers sur commande était devenu physiquement insupportable. Elle tenta de fuir ce vide dans son seul refuge, un endroit qui devait être un paradis, mais qui se transforma en la plus luxueuse des prisons sur la Côte d'Azur. Acte 8. Saint-Tropez. Paradis devenu enfer. L'ironie amère, c'est qu'une personne en quête de paix a elle-même détruit son dernier havre de tranquillité. En 58, épuisée par l'agitation parisienne et les flashs incessants, Brigitte Bardot achète un vieux hangar à bateaux sur la côte méditerranéenne. Cet endroit s'appelle la Madrague. Autour, il n'y a que la nature sauvage, des filets de pêche, l'odeur du sel et le silence. À l'époque, Saint-Tropez est un village oublié, figé au XIXe siècle. Bardot cherche un refuge. Elle veut une maison où marcher pieds nus, dormir fenêtres ouvertes sans craindre les regards indiscrets.
La Madrague n'est pas une villa luxueuse avec des robinets en or. C'est une simple cabane blanchie à la chaux, entourée de roseaux et de pins. Ici, elle se sent humaine, pas une star. Elle peut nager nue dans la mer qui lèche son seuil. C'est son paradis personnel. Mais l'effet Bardot frappe sans pitié. Dès que le monde découvre où se cache son idole, le paradis devient attraction touristique. Les foules affluent à Saint-Tropez. D'abord les riches et la bohème, avides de toucher l'éclat de la star. Puis les promoteurs, transformant le village en fourmilière de béton de luxe. Et ensuite, la nuée de curieux avec leurs appareils photo. Au milieu des années 60, la vie à La Madrague ressemble à celle dans un aquarium, entourée d'écoliers en excursion. La mer qu'elle aimait tant n'est plus son amie. La baie devant sa maison est encombrée de yachts, bateaux et canots. Des gens scrutent ses fenêtres aux jumelles, espérant apercevoir la légendaire bébé. Les bateaux touristiques font un détour spécial. Les guides annoncent au mégaphone « Voici où vit Brigitte Bardot ». Avec un peu de chance, vous la verrez sur sa terrasse. Elle doit ériger des murs. Chaque année, la clôture autour de La Madrague s'élève, transformant le cocon en forteresse imprenable. Elle ajoute des murs crénelés, plante des buissons épineux, tend des filets de camouflage. Mais rien n'y fait. Les paparazzi plongeurs l'attaquent par la mer, les hélicoptères de presse par les airs, si bas qu'ils arrachent les tuiles du toit. Elle devient prisonnière de sa propre maison. Sortir, c'est affronter la foule. Rester, c'est vivre en captivité. L'été en pleine saison, elle ne quitte pas la villa pendant des semaines, suffoquant de chaleur mais craignant d'ouvrir les volets. Ce qui devait symboliser sa liberté, vivre au bord de la mer, devient le symbole de sa captivité. Elle a créé le mythe de Saint-Tropez, et ce mythe a dévoré sa réalité. Le village de pêcheurs est mort, remplacé par une foire aux vanités. Bardot déteste ce nouveau visage de la ville. Elle hait les boutiques, les discothèques et les foules qui ont suivi ses traces. J'ai amené la peste ici, admet-elle amèrement. C'est entre ces murs, sous le vacarme des bateaux touristiques, qu'elle prend une décision qui va bouleverser le monde. Elle comprend qu'elle ne peut plus se vendre. Le cinéma, qui lui a donné l'argent pour cette maison, lui retire désormais le droit d'y vivre. Elle se sent comme une marionnette dont on a coupé les fils, mais qu'on force à danser. La fatigue de son propre reflet atteint son paroxysme. Le métal dont était faite la dame de fer du cinéma français commence à fondre. Acte 9. L'usure du métal. Pourquoi elle détestait le cinéma? Au début des années 70, il existait deux personnes totalement différentes, nommées Brigitte Bardot. La première était une déesse de l'écran, éternellement jeune, audacieuse, rayonnante de sensualité et de joie de vivre. La seconde était une femme de 38 ans, épuisée, profondément malheureuse, qui se réveillait chaque matin avec le désir de ne plus jamais entendre le mot « action ». Pour des millions de spectateurs, le cinéma était magique, une fabrique de rêves. Pour Bardot, c'était devenu une chaîne de production de faux-semblants, où son âme était broyée en pâté pour des recettes au box-office. Sa haine pour cette profession n'était pas un caprice de diva sur le déclin. C'était une réaction physiologique à des années de violence contre sa propre nature. Brigitte ne s'est jamais considérée comme une grande actrice dans le système Stanislavski. Elle ne savait pas entrer dans un rôle, elle savait seulement être. Son talent résidait dans une organicité absolue, animale. Mais l'industrie du cinéma, ce n'est pas l'organique, c'est la discipline, la répétition et l'attente. Les tournages, c'est des heures passées dans une caravane étouffante à attendre que la lumière soit prête. C'est des prises interminables où on te force à simuler la passion ou le chagrin sur commande, comme on demande à un chien de donner la patte. Je me sentais comme un singe savant dans un cirque, écrivait-elle plus tard. Souris, tourne-toi, montre ta jambe, pleure. Stop, c'est mauvais, encore une fois. Pour une personne de son tempérament, vivant d'impulsion, devoir répéter la même émotion 10 fois de suite était une torture raffinée. À la 10e prise, il ne restait plus rien de sincère, juste une coquille vide, exécutant mécaniquement les ordres du dresseur. Elle détestait le maquillage. Chaque jour, on lui appliquait des tonnes de cosmétiques, transformant sa peau vivante en masque. Elle détestait les costumes, souvent inconfortables et contraignants. Mais par-dessus tout, elle haïssait le mensonge total qui imprégnait chaque centimètre du plateau. Elle devait embrasser des partenaires qui sentaient l'ail ou l'oubli
tout en simulant un bonheur céleste. Elle devait sourire à des réalisateurs qu'elle méprisait pour leur médiocrité. Toute sa vie était devenue une imitation continue. En 73, ce décalage cognitif atteignit un point critique. Elle tournait dans le film L'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise. C'était une comédie légère, comme tant d'autres dans sa carrière, mais sur ce plateau, en costume médiéval, sous un soleil de plomb, elle vit soudain toute l'absurdité de son existence. Elle, une femme adulte, faisait des grimaces devant la caméra, jouant une niaiserie, tandis que la vraie vie passait à côté. Dans le miroir, elle ne voyait pas elle-même, mais un produit, la marque Bébé, qu'il fallait vendre tant qu'elle était encore fraîche. J'ai compris que je ne pouvais plus, se souvenait-elle. Je ne veux plus être une belle image, je veux être moi, je veux avoir des rides si je suis triste. Je veux être vieille si je suis fatiguée. Je veux m'appartenir. C'était un burn-out professionnel à un stade terminal. L'usure du métal, un terme de l'aviation, désignant le moment où la structure d'un avion, apparemment intacte, se couvre de micro-fissures et est prête à se désintégrer en vol sous n'importe quelle contrainte. Bardot était cet avion. Elle volait sur sa parole et les restes de carburant. En elle grandissait une aversion colossale pour sa propre apparence, devenue sa geôlière. Elle regardait ses vieux films et ne reconnaissait pas la femme à l'écran. Cette femme était heureuse, libre et aimée. La vraie Brigitte se sentait comme une vieille carne poussée à bout. Le monde exigeait d'elle une jeunesse éternelle et un sexe éternel. Mais elle ne voulait plus ni l'un ni l'autre. Elle voulait accomplir un acte qu'aucun sexe symbole de l'histoire n'avait osé. Elle préparait une évasion. La plus grandiose, la plus scandaleuse et la plus irréversible évasion de la cage dorée du show business. Et ce jour est arrivé. Le jour où elle dira son dernier non. Acte 10. La grande évasion. Le 6 juin 1973, sur le plateau du film L'histoire de Colino Trousse-Chemise, un événement s'est produit, comparable à l'abdication d'un monarque. Brigitte Bardot, une femme dont le nom était synonyme de cinéma français, se tenait là, affublée d'une ridicule coiffe médiévale, au milieu des décors d'un petit village. Autour d'elle, les maquilleurs s'affairaient, les éclairagistes ajustaient leurs projecteurs, et la réalisatrice Nina Compagnès s'apprêtait à lancer le fameux « Action ». Mais au lieu de sa réplique habituelle, Bardot a prononcé une phrase qui a à jamais divisé sa vie en avant et après. « C'est fini. Je m'en vais. C'est mon dernier film. » Ce n'était pas une crise de nerfs. C'était une détermination froide, cristalline, d'une personne qui venait de réaliser qu'elle se tenait au bord du gouffre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase semblait insignifiante. Une chèvre figurait parmi les figurants du film. Brigitte, qui adorait les animaux, jouait avec elle entre les prises, la nourrissait, s'était attachée à cet être vivant. Mais elle a vite appris que le soir même, après le tournage, la chèvre devait être abattue pour préparer un ragoût pour le banquet d'adieu de l'équipe. Ce moment a été comme un éclair dans une pièce sombre. L'absurdité de sa situation est devenue évidente. Elle, star mondiale, gagnant des millions, ne pouvait même pas sauver un petit animal, car elle était une partie de cette machine cruelle du divertissement. Elle a racheté la chèvre, l'a emmenée dans sa chambre d'hôtel, et cette nuit-là, elle a pris une décision qui a secoué l'industrie. Elle a choisi la vie de la chèvre plutôt que sa carrière d'actrice. Quand la nouvelle de la fin de sa carrière a fait les gros titres, le monde a ri. Personne n'y a cru. Elle n'avait que 38 ans. Elle était diablement belle, incroyablement riche et très demandée. Les producteurs, agents et même les fans ont pris cela pour un caprice de star capricieuse, une astuce publicitaire pour susciter l'intérêt pour son nouveau film. Elle reviendra dès que l'argent manquera, chuchotait-on dans les coulisses. Elle a juste besoin de quelques mois de repos, écrivaient les tabloïds. Mais ils se trompaient. Brigitte Bardot ne prenait pas de pause. Elle exécutait un meurtre rituel de son alter ego. Elle a elle-même étouffé Bibi, ce même sexe symbole créé par Roger Vadim et exploité par le monde entier. Elle a refusé un contrat d'1 million de dollars avec l'agent 007. On lui proposait le rôle de James Bond Girl. Elle a refusé des rôles chez les meilleurs réalisateurs de l'époque. Elle a simplement disparu des écrans. Cet acte était sans précédent. Greta Garbo s'était retirée du monde, mais elle se cachait. Marilyn Monroe est partie tragiquement, en mourant. Bardot, elle, est partie vivante, en bonne santé et bruyamment.
Elle a réalisé la grande évasion de la cage dorée, laissant la porte ouverte pour que tout le monde voie. À l'intérieur, il n'y a personne. La poupée s'est échappée. Pour elle, ce jour était comme une seconde naissance. En retirant son maquillage et sa robe médiévale, elle n'a ressenti aucune perte, mais une incroyable légèreté. Pour la première fois en 20 ans, elle n'appartenait qu'à elle-même. Elle n'avait plus besoin de maigrir, de se maquiller, d'apprendre des textes et de sourire à des inconnus. Elle a échangé l'amour de millions de personnes qui l'étouffaient contre la liberté d'être personne. Mais le vide laissé par son départ du cinéma devait être comblé. L'énergie qui se déversait autrefois dans l'objectif de la caméra avait besoin d'un nouveau débouché. Et Brigitte a trouvé cette issue là où personne ne l'attendait. Elle a trouvé un amour qui ne nécessite pas de maquillage, qui ne trahit pas et ne vend pas tes photos au paparazzi. Elle a trouvé ceux qui la regardaient non pas comme une femme, mais comme une sauveuse. La chèvre, sauvée du plateau, n'était que la première de sa nouvelle armée. Brigitte Bardot se préparait à déclarer la guerre à l'humanité entière pour ceux qui n'ont pas de voix. Acte 11. Des hommes aux bêtes. Le salut comme nouvelle religion. Quand Brigitte Bardot a fermé la porte du studio derrière elle, elle s'est retrouvée dans le vide. La gloire accumulée en 20 ans était une énergie immense qui demandait à être libérée. Le monde s'attendait à ce qu'elle dépense ses millions en yachts et diamants, mais elle a fait exactement le contraire. Elle a compris. Si son nom ouvrait encore toutes les portes, alors il fallait l'utiliser comme un bélier pour briser le mur de l'indifférence humaine. Elle a trouvé ceux qui avaient besoin de protection plus qu'elle-même, les animaux. Et ce n'était pas un hobby de retraité ennuyé, mais une mission fanatique, presque religieuse. Le tournant a eu lieu en 77. Le monde a été choqué par des images d'un massacre brutal au Canada. Des chasseurs frappaient à mort des bébés phoques pour leur fourrure immaculée. La vue du sang sur la neige vierge a provoqué chez Bardot une douleur physique. Elle n'a pas signé de chèque pour des fonds caritatifs. Elle a fait sa valise et s'est envolée vers le bout glacé du monde, à Blanc-Sablon. C'était une opération militaire. Bardot a débarqué sur les glaces dérivantes non pas comme une star de cinéma, mais comme un bouclier vivant. Elle s'est allongée dans la neige à côté d'un blanchon, l'a enlacé et a regardé la caméra. Cette photo, la célèbre blonde en veste d'homme, serrant contre elle le petit animal duveteux, a été plus puissante que tous ses rôles au cinéma. Dans ce regard, il n'y avait pas de coquetterie, mais la rage d'une mère protégeant son enfant. Elle a défié non seulement les braconniers, mais toute l'industrie de la mode et le gouvernement canadien. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Maintenant, je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux, a-t-elle déclaré. Et ce n'était pas que de belles paroles. Pour financer son fonds, elle a organisé une vente aux enchères sans précédent. Elle a tout vendu, ses robes de haute couture, ses bijoux, les cadeaux des milliardaires, les meubles, les tableaux. Elle a vendu Brigitte Bardot par morceaux pour acheter avec l'argent récolté la vie des chiens, des chats et des phoques. Le diamant le plus cher, offert autrefois par son mari Günther Sachs, est parti sous le marteau pour sauver une espèce en voie de disparition. Pour elle, c'était un acte de purification. Elle se débarrassait des symboles de son esclavage envers les hommes, les transformant en outils de liberté pour les bêtes. Pourquoi les animaux? La réponse réside dans une profonde blessure psychologique de l'actrice. Les animaux ne lui demandaient pas d'autographe. Ils ne jugeaient pas si elle avait des rides. Ils ne trahissaient pas, ne vendaient pas ses secrets à la presse et ne lui demandaient pas d'être sexy. Un chien l'aimait non pas parce qu'elle était bébé, mais parce qu'elle était gentille. Dans les yeux d'une bête, elle voyait ce qu'elle n'avait jamais vu dans les yeux des gens, une acceptation absolue, désintéressée. Les bêtes ne m'ont jamais déçue, les gens, constamment, disait-elle. Sa maison est devenue une arche. Des dizaines de chiens, de chats, d'ânes, de chevaux et même de cochons ont trouvé refuge à la Madrague. Elle dormait avec eux dans le même lit, mangeait avec eux, parlait avec eux. C'était sa nouvelle famille, qui remplaçait son fils, ses maris et ses admirateurs. Les animaux ont comblé ce trou noir de solitude que ni Trintignant, ni Gainsbourg, ni Delon n'avaient pu remplir. Pour la société, cela ressemblait à de la folie. Les journaux écrivaient « Bardot est devenue folle, elle embrasse les chiens sur la bouche et méprise les gens. » Mais pour elle, c'était la forme la plus élevée de bon sens.
Dans un monde humain bâti sur le mensonge et l'exploitation, les animaux restaient les seuls porteurs de vérité. Ils ne savaient pas mentir. Et Bardot a décidé quelle serait leur voix, même si pour cela, elle devait être encore plus détestée. Mais la vraie liberté exigeait un autre sacrifice. Pour devenir vraiment indépendante, elle devait tuer en elle son principal atout, sa beauté légendaire. Elle a déclaré la guerre au temps et à la chirurgie esthétique, décidant de montrer au monde que vieillir n'est pas une honte, mais un privilège des survivants. Acte 12. Le droit à la laideur. Guerre contre la chirurgie esthétique. Dans le monde du showbiz, vieillir n'est pas un processus naturel, c'est un crime professionnel. Une actrice dont le visage se ride est considérée comme un produit défectueux, bon à jeter ou à rénover complètement. Les divas hollywoodiennes, contemporaines de Brigitte Bardot, passent sous le bistouri, tirant leur peau jusqu'à la rupture pour préserver l'illusion de l'éternelle jeunesse. Sophia Loren, Catherine Deneuve, Jane Fonda, toutes engagées dans une course sans fin contre le temps, transformant leur visage en masque figé et sans âge. Brigitte Bardot a choisi un autre chemin. Elle n'a pas seulement quitté cette course, elle a fait volte-face et a affronté la vieillesse, visière levée. C'était sans doute le geste punk le plus radical de l'histoire de la pop culture. La femme dont le visage était un trésor national de la France. On sculptait des bustes de Marianne à son effigie, symbole de la République, a laissé ce trésor se dégrader sous les yeux de tous. Elle a refusé les liftings, le botox, les fillers et même la simple teinture des cheveux gris. Quand, à un peu plus de 40 ans, les premières rides profondes apparaissent, la presse hurle d'horreur. « Regardez en quoi elle s'est transformée !» crient les gros titres. Les journalistes savourent chaque nouveau défaut de son visage comme s'il s'agissait de cicatrices de lèpre. La société se sent trahie. Elle a acheté une poupée éternelle et la poupée a osé se détériorer. Les gens ne peuvent lui pardonner de briser leurs fantasmes. Voir la vieille Bardot est aussi douloureux que de voir les ruines d'un magnifique palais. Mais pour Brigitte elle-même, chaque ride est un trophée. Pourquoi devrais-je paraître avoir 30 ans alors que j'en ai 50 s'étonne-t-elle. J'ai vécu cette vie, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai pris le soleil. Pourquoi devrais-je effacer les traces de mon existence? Son refus de la chirurgie est son manifeste. Elle semble dire « Mon visage est ma biographie, et je ne vais pas en arracher des pages pour votre confort ». Elle cesse d'utiliser du maquillage. Sa célèbre crinière, autrefois un rêve pour les hommes, se transforme en un chignon négligé de mèches grises. Elle troque les bikinis audacieux pour des vêtements noirs informes. Elle marche avec des béquilles à cause de l'arthrose, refusant une opération de remplacement des articulations car elle craint plus l'anesthésie et les hôpitaux que la douleur. Elle devient une mamie à chat, et dans cette transformation, il y a une honnêteté effrayante et majestueuse. Sa laideur, comme l'appellent les magazines de mode, est un acte de libération suprême. Tandis que ses collègues paniquent chez les chirurgiens pour retenir une beauté fuyante, Bardot savoure la paix. Elle n'a plus besoin de vendre son visage. Elle a retrouvé le droit d'être laide, le droit d'être fatiguée, le droit d'être vraie. C'était un crachat au visage de l'industrie de la beauté qu'elle avait elle-même nourri autrefois. Elle montre qu'une femme n'est pas un produit périssable dont la date de péremption arrive avec les pas de doigts autour des yeux. Dans son vieillissement, il y a plus de dignité que dans tous les visages éternellement jeunes d'Hollywood réunis. Elle porte ses années comme des médailles de survie dans l'enfer de la célébrité. Elle comprend une vérité simple. Si on t'aime seulement pour ta peau lisse et tes lèvres pulpeuses, alors on ne t'aime pas du tout. La vieillesse devient pour elle un filtre parfait. Ceux qui se détournent d'elle à cause de son apparence ne lui ont jamais été nécessaires. Restent seulement ceux qui voient derrière les rides une âme, blessée, mais pas brisée. Et bien sûr, les animaux, à qui peu importe son apparence. Mais si son apparence suscite chez le public une pitié mêlée de dégoût, ses paroles commencent à provoquer une véritable colère. En obtenant la liberté de l'image, elle acquiert aussi la liberté de parole, et cette voix résonne si fort que la France en tremble. Brigitte Bardot se prépare à devenir une paria non seulement esthétique, mais aussi politique. Acte 13. Procès, amende et racisme. Le prix de la liberté d'expression. Quand la société demandait à Brigitte Bardot de simplement être belle et se taire, elle ne se doutait pas de la boîte de Pandore qu'elle ouvrirait si elle parlait.
En se retirant dans l'ombre, elle a trouvé sa voie, mais cette voie s'est révélée grinçante, désagréable et terriblement radicale. La femme qui fut autrefois le symbole de la France libérale et de la liberté sexuelle était devenue, au début des années 2000, une persona non grata. Ses opinions choquaient cette même intelligentsia qu'il avait portée au nu un demi-siècle plus tôt. Sa transformation a été déclenchée par son amour fanatique des animaux. Pour Bardot, aucun compromis n'était possible. Quiconque fait souffrir une bête est un ennemi. Et si cet ennemi était une religion ou une culture entière, elle n'hésitait pas à leur déclarer la guerre. Tout a commencé avec sa critique de l'abattage rituel des moutons lors de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Bardot voyait cela non pas comme une tradition sacrée, mais comme un égorgement barbare d'êtres vivants. Elle écrivait des lettres enflammées au gouvernement, exigeant l'interdiction de ces tortures médiévales sur le sol français. Mais très vite, la défense des moutons s'est transformée en attaque contre les gens. Dans ses lettres ouvertes et ses livres, le plus célèbre étant Un cri dans le silence, publié en 2003, elle a franchi la ligne rouge. Bardot a déclaré que sa chère France se transformait en colonie islamique, que l'identité française se diluait, et que les rues étaient envahies par des étrangers qui ne respectaient pas les lois, et, ce qui était pour elle le plus important, maltraitaient les animaux. La réaction a été immédiate. Les organisations de défense des droits de l'homme l'ont poursuivi en justice pour incitation à la haine raciale. L'icône de style s'est retrouvée sur le banc des accusés. C'était du surréalisme. Le symbole de la République, dont le visage ornait les mairies de toutes les villes de France, sous les traits de Marianne, était maintenant jugé au nom de cette même République. Elle a perdu procès après procès. Au total, elle a été condamnée 5 fois. Les amendes ont grimpé de 1 500 € à 25 000. Les juges qualifiaient sa rhétorique de dangereuse, raciste et inacceptable. Mais le plus surprenant était la réaction de Bardot elle-même. Elle n'engageait pas une armée d'avocats pour se défendre. Elle ne présentait pas d'excuses publiques pour sauver sa réputation. Elle se présentait au tribunal ou envoyait des lettres, invoquant des problèmes de santé, payait l'amende et ressortait pour répéter la même chose. Pour elle, ces amendes étaient une sorte de taxe sur la liberté d'expression. « Je préfère aller en prison plutôt que de me taire », déclarait-elle. Dans sa logique déformée mais inflexible, elle était la seule à oser dire la vérité que les politiques lâches chuchotaient dans leur cuisine. Elle se voyait non pas comme une raciste, mais comme une Jeanne d'Arc moderne, sauvant son pays de l'invasion. La société s'est divisée. Pour les gauchistes et les libéraux, elle était devenue une folle du village, une vieille fasciste démente, déshonorant son passé. Pour les radicaux de droite, elle était un étendard inattendu et un prophète. Mais la vérité était que Bardot se fichait des uns comme des autres. Sa misanthropie avait atteint son paroxysme. À un moment donné, sa déception envers l'humanité était totale. Simplement, les immigrés, à ses yeux, étaient la manifestation la plus flagrante de ce chaos humain qui détruisait son monde idéal de nature. Le paradoxe était que la femme qui avait offert au monde la révolution sexuelle et la liberté des mœurs était devenue, dans sa vieillesse, un bastion de l'ultraconservatisme. Mais si on y regarde de plus près, ce n'était pas une contradiction. C'était la continuation de son principe fondamental, aller à contre-courant. Dans les années 50, il était à la mode d'être puritain. Elle est devenue dévergondée. Dans les années 2000, il était à la mode d'être tolérant. Elle est devenue xénophobe. Elle a toujours fait ce qui choquait la bourgeoisie. Simplement, autrefois, la bourgeoisie était conservatrice, et maintenant, elle est devenue libérale. Elle a payé le prix fort pour ses paroles. Elle n'était plus invitée à la télévision. Beaucoup d'amis se sont détournés d'elle. Son nom est devenu toxique. Mais dans sa maison fortifiée à Saint-Tropez, elle se sentait victorieuse. Elle avait accepté le prix de ses mots et n'a plus essayé de le réduire. Elle est restée seule, complètement seule. Et c'était exactement ce vers quoi elle tendait toute sa vie. La Madrague n'était plus la villa d'une star depuis longtemps. C'est la maison d'une vieille femme qui ne sort presque jamais de ses portes. Brigitte Bardot a plus de 90 ans. Elle se déplace difficilement, souffre d'arthrose, refuse les opérations, refuse les hôpitaux, refuse le soulagement de la douleur si cela viole ses principes. Ce n'est pas une pause, c'est de l'entêtement. Son jardin n'est pas un symbole, mais littéralement un cimetière. Des dizaines d'animaux qu'elle a sauvés y sont enterrés. Chiens, chats, chevaux. Elle a obtenu l'autorisation d'y être enterrée aussi.
Pas dans un cimetière national, pas à côté des grands acteurs, mais parmi ceux qui, selon elle, ne l'ont jamais trahi. Ce n'est pas une solitude romantique, c'est un choix conscient de distance. Elle communique presque pas avec les gens, donne rarement des interviews, écrit des lettres aux politiciens, continue de se battre en justice, continue de dire des choses dures. Avec l'âge, ses positions sont devenues plus rigides, ses mots plus crus, son cercle plus restreint. On peut appeler cela de la constance, on peut appeler cela de l'entêtement, on peut appeler cela de l'isolement. Mais il y a un fait. Elle ne s'est pas trahie. Elle n'a pas essayé d'adoucir son image. Elle n'a pas essayé de plaire. Elle n'a pas essayé de revenir. Elle a préféré être impopulaire plutôt que de redevenir confortable. Et à cet endroit, l'histoire cesse d'être belle. Parce que la liberté dans la vieillesse ne ressemble pas à un triomphe. Elle ressemble à un silence. Dans cet isolement volontaire, parmi les tombes et les animaux vivants, Brigitte Bardot a enfin trouvé ce qu'elle cherchait chez tous les hommes du monde et n'a trouvé chez aucun. Elle a trouvé la fidélité absolue. Acte 14. Le dernier silence. Le 28 décembre 2025, les portes de la Madrague s'ouvrent. Pas pour le facteur avec ses lettres de colère, ni pour le vétérinaire, mais pour un corbillard noir. En ce jour d'hiver, alors que le Saint-Tropez des vacances est vide, enveloppé de brouillard et dépouillé de son éclat estival, le cœur de Brigitte Bardot s'arrête. Elle a 91 ans. Elle meurt là où elle a passé ses dernières décennies, parmi les animaux qu'elle considérait comme sa famille, sans chambre d'hôpital, sans adieu public, sans caméra. La France déclare un deuil national. Les chaînes de télévision diffusent la danse du film Et Dieu créa la femme. Les politiciens parlent d'un grand symbole de l'époque. Mais le symbole est mort dès 73. En 2025, c'est une femme âgée qui meurt, une femme qui a vécu sa vie comme elle l'entendait, même si cela lui a coûté l'amour du public. Elle n'a pas fait la paix, ne s'est pas adoucie, ne s'est pas excusée. Et peut-être est-ce là son trait le plus constant. Ce jour-là, la France ne perd pas une actrice. L'actrice, il l'avait perdue dès 73. La France perd une figure avec laquelle elle n'a jamais pu s'entendre. La Madrague devient orpheline, et avec Brigitte, une époque entière disparaît. Une époque où la distance entre l'homme et l'image n'était pas encore totalement effacée. Il ne nous reste plus qu'un dernier pas, recueillir les morceaux de ce miroir et comprendre ce qui s'y reflétait vraiment pendant ces 91 années. Avec le départ de Brigitte Bardot, ce n'est pas une époque du cinéma qui s'achève, c'est un expériment qui se termine. Un expériment nommé Peut-on être libre quand le monde entier veut te posséder? On l'a toujours vue comme un symbole de liberté, pieds nus, échevelée, rieuse, brisant les règles. Mais si on enlève les affiches, il reste une femme qui a passé sa vie à essayer de récupérer un droit simple, s'appartenir. Elle a fui le cinéma, mais a-t-elle échappé à son image? Elle a refusé d'être un objet sexuel, mais elle est devenue un symbole idéologique. Elle ne voulait pas appartenir aux hommes, mais elle appartenait à la lutte. Peut-être que la liberté n'est pas belle. Peut-être que la liberté ressemble presque toujours à la solitude. Bardot a renoncé aux applaudissements. Elle a renoncé au rôle de déesse éternelle. Elle a renoncé à la chirurgie esthétique, au confort, au désir de plaire. Mais avec cela, elle a aussi renoncé à la réconciliation, à la tentative de s'adoucir, au compromis. Et c'est là que commence la question inconfortable. La liberté, est-ce une fuite ou est-ce simplement choisir sa cage? Elle a détruit l'image de Bibi. Elle s'est permis de vieillir. Elle s'est permis d'être tranchante. Elle s'est permis d'être désagréable. Mais cela rend-il une personne libre ou simplement indépendante? La liberté ne rend pas toujours une personne plus gentille. Parfois, elle la rend plus dure. Parfois, elle ne révèle pas la lumière, mais le caractère. Nous pouvons débattre de ces opinions. Nous pouvons ne pas être d'accord. Nous pouvons ressentir de l'irritation ou de l'admiration. Mais il y a une chose difficile à nier. Elle n'a jamais essayé d'être confortable. Et peut-être est-ce là son rôle le plus radical. La seule question est, si le monde entier vous aimait pour un masque, auriez-vous le courage de l'enlever? Pour beaucoup, Brigitte Bardot s'est terminée en 73 quand elle a quitté le cinéma. Pour elle-même, peut-être que tout a seulement commencé. C'est alors qu'elle est née pour elle-même. Et si aujourd'hui, en regardant ces photos, vous ressentez de la tristesse pour une beauté disparue, sachez, c'est votre tristesse, pas la sienne. Peut-être qu'elle n'a pas emporté la beauté, mais le sentiment que la liberté est possible. Mais tout le monde ne peut pas la supporter.
Si cette histoire vous a fait reconsidérer le prix que paient les idoles pour notre adoration, alors le destin d'une autre blonde vous semblera encore plus monstrueux. Marilyn Monroe n'a pas eu le temps de fuir, et le système l'a dévorée tout entière. Mais ça, c'est une toute autre histoire sur ce qui se passe quand la cage se referme pour toujours.